L'assaut des soldats israéliens contre le QG de Yasser Arafat, la vie du président de l'autorité palestinienne ne serait pas menacée, selon le secrétaire d'État américain. Yasser Arafat se dit prêt à mourir pour la cause et accuse les États-Unis de soutenir l'offensive israélienne. La ville de Nanterre toujours sous le choc, une journée de deuil national mardi prochain. Aujourd'hui, les enfants des écoles associaient leur peine à la douleur des familles. La santé fragile du pape Jean-Paul II en ce jour de vendredi saint. Le souverain pontife a pourtant confessé les fidèles ce matin et devrait, dit-on, participer à la dernière station du chemin de croix. Enfin, la disparition d'un des grands noms du cinéma américain, Billy Wilder, est mort à l'âge de 95 ans. Il laisse derrière lui de nombreux chefs-d'œuvre comme Certains l'aiment chaud ou encore 7 ans de réflexion. Madame, Monsieur, bonsoir. Situation extrêmement préoccupante au Proche-Orient. Ces dernières heures, des parachutistes israéliens ont tenté de prendre d'assaut le bureau de Yasser Arafat, une situation qui ne cesse d'évoluer. Depuis l'aube, le quartier général du président de l'autorité palestinienne est ceinturé par les chars et aux mains des commandos israéliens. Yasser Arafat qui se dit prêt à mourir en martyr alors que des combats se sont déroulés cet après-midi dans ce QG composé de plusieurs bâtiments, à l'exemple d'une caserne, combats qui jusqu'à présent ont épargné de peu le bureau d'Arafat. Le point, Charles Anderlin, Philippe Luzi. Des chars et des transports de troupes ont détruit l'enceinte et investissent le complexe présidentiel. Ça, c'était un obus sur le mur extérieur du bureau d'Arafat. Ce tank, marqué numéro 2, se trouve juste devant l'entrée des invités d'honneur. Il y a moins d'une heure, nous avons pu joindre par téléphone un ministre palestinien qui se trouvait aux côtés d'Arafat. Actuellement, des chars israéliens tirent directement sur le bureau du président Arafat à la mitrailleuse lourde et en même temps des bulldozers sont en train de démolir une partie du bureau. Selon un général israélien, les soldats ne sont plus qu'à une dizaine de mètres du chef de l'OLP. Yasser Arafat, qui grâce à un téléphone portable, continue d'intervenir sur les chaînes de télévision arabes. Les Israéliens, dit-il, me veulent prisonnier, ils me veulent mort. Mais je leur dis que Dieu me donne le martyr, le martyr, le martyr. Les combats à Ramallah ont fait 7 morts et 40 blessés parmi les Palestiniens, dont un caméraman. Un officier israélien a été tué et plusieurs militaires blessés. Les combattants jurent qu'ils ne déposeront pas les armes. Ce sera la mort ou la libération. Je demande au président Arafat de ne pas se soumettre aux Américains et aux Israéliens. La ville est sous couvre-feu, quadrillée par les chars. Les habitants se terrent chez eux. La grande offensive israélienne a commencé. Ariel Sharon en a défini les objectifs tôt ce matin. Isoler Yasser Arafat, considéré comme l'ennemi d'Israël, et a-t-il dit, détruire le terrorisme sous tous ses aspects. À Jérusalem, Charles Anderlin, qu'en est-il d'après vos dernières informations de cet assaut des forces israéliennes contre le bureau même d'Arafat? Écoutez, nous n'avons pas encore d'informations précises parce que l'électricité et les téléphones sont coupés à l'intérieur du bureau d'Arafat et apparemment les conseillers d'Arafat ne parviennent pas à recharger leur téléphone portable. On entend encore des tirs nourris tout autour de la Moukata, le palais présidentiel de Yasser Arafat. Alors quel objectif poursuit Ariel Sharon? On n'en est plus à la phase de l'intimidation. Peut-on imaginer que la vie d'Arafat est en danger malgré les déclarations rassurantes des Israéliens et des Américains? Écoutez, vous avez vu les images, les tirs se déroulent effectivement à quelques dizaines de mètres, peut-être beaucoup moins de sa personne physique. Des obus sont tirés sur son bureau. Il y a certainement un risque réel pour la vie d'Arafat. Mais vous savez, cette opération ne concerne pas seulement le chef de l'OLP, c'est une opération de très longue durée qui commence. Les villes palestiniennes vont être investies une par une. Un ratissage de l'armée israélienne va commencer quartier par quartier, maison par maison. C'est la raison pour laquelle nous avons eu
aujourd'hui une mobilisation massive de réservistes israéliens. Merci Charles Anderlin. La communauté internationale réagit très fortement. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira tout à l'heure pour une séance extraordinaire. En France, Jacques Chirac, atterré, dit-il, par la situation à Ramallah, en appelle solennellement à Ariel Sharon et Yasser Arafat. Quant à l'Union européenne, elle réaffirme la légitimité d'Arafat. Et c'est dans ce contexte de crise ouverte qu'un nouvel attentat suicide s'est produit à la mi-journée dans un centre commercial de Jérusalem-Ouest. 3 morts, dont la femme kamikaze qui s'est fait exploser, 28 blessés dont 2 graves. L'acte terroriste a été revendiqué par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Le gouvernement israélien qui a décidé, Charles Anderlin le disait depuis ce matin, le rappel de quelques 20 000 réservistes. Voyons comment ces hommes se préparent à regagner leur caserne. Reportage Vincent Nguyen, Alain Gréco. Un embouteillage à l'entrée d'une base militaire. Ce matin, par téléphone, tous ces hommes ont reçu le Tzaf-Shmoné, l'ordre de mobilisation. Ils font partie des 20 000 réservistes, rappelés par Ariel Sharon. Ça fait quelque chose, et on se prépare. Vous avez quitté la maison comme ça, d'un coup? Oui, mes filles, mon travail, tout. C'est la règle. Après un service militaire de 3 ans, les Israéliens sont à la disposition de l'armée 1 mois par an et, en cas de force majeure, mobilisables pour une durée indéterminée. Du jour au lendemain, il faut quitter la vie civile. Tout ira bien, mais j'espère qu'on ne quittera pas la base. Moi aujourd'hui j'étais supposé prendre l'avion pour aller à un congrès à Phoenix. Mais c'est pour la patrie, c'est important. Important, mais pas toujours facile pour ceux qui restent. On devait se marier dans 1 mois, on est en plein préparatif. C'est dur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, le drapeau nous appelle, on vient. Tsahal est une armée essentiellement composée d'appelés et de réservistes, des civils qui ont différentes opinions politiques. Ceux-là aujourd'hui acceptent leur sort, résignés ou déterminés. Je suis vraiment pour cette offensive. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Celui-ci aimerait être ailleurs, mais il n'a pas vraiment le choix. Quand on lui demande comment il voit l'avenir, pas de réponse. Voyons à présent les réactions du monde arabe. Le Liban, qui préside le sommet arabe, réclame une action internationale urgente. Reportage de notre envoyé spécial à Beyrouth, Alain Chalvan. Quelques milliers de Palestiniens, mais aussi de Libanais, ont défilé cet après-midi dans les rues de Beyrouth. Principale cible, les Arabes. Honte, honte à vous, crie-t-il. À vous, bande de lâches, vous laissez tomber Arafat. Nous manifestons contre le silence des Arabes, car ils entendent les nouvelles de Palestine. Ils voient les morts et tout ce que fait Sharon, mais ils ne prennent strictement aucune mesure contre lui. Les chefs d'État arabes étaient pourtant réunis ici même à Beyrouth jusqu'à hier. Ils ont adopté un plan de paix spectaculaire qui propose à Israël des relations normales contre un retrait des territoires. Ceci est la réponse de Sharon à l'initiative de paix arabe. Il tire sur le rameau d'olivier pour le mettre à bas. En fait, les chefs d'État arabes ont multiplié les contacts, notamment auprès des Américains, pour assurer la sauvegarde physique de Yasser Arafat. Mais la rue arabe attend plus, sinon un soutien militaire, du moins des mesures de pression réelles et concrètes, politiques, voire même économiques. L'actualité de ce vendredi est toujours dominée en France par la tuerie de Nanterre. Aujourd'hui, les enfants des écoles portant des bouquets de fleurs se sont associés à la douleur des familles. Ces enfants qui ont perdu parfois un professeur dans le carnage. Des photos des victimes ont été affichées. La ville sera en deuil mardi prochain pour un hommage officiel à l'ensemble des élus qui sont morts sous les balles de Richard Durn. Parmi les survivants, 4 élus sont toujours dans un état très grave. Un autre est entre la vie et la mort. Au total, ce sont 19 blessés qui ont été touchés par le forcené. Ce matin, à l'hôpital Foch, Gilles Marinet et Christophe Vignal ont pu s'entretenir avec 2 d'entre eux, 2 conseillers municipaux qui, avec d'autres, ont maîtrisé Richard Durn. Encore une fois, il revoit la scène. Il essaye de reconstituer ces quelques minutes de folie meurtrière. Laurent Elgozi se souvient de la stupeur des premiers instants. J'ai cru que c'était, oui, des balles à blanc, des pétards forcenés, et alors que plein de gens se mettaient sous leurs chaises, parce qu'ils avaient compris plus vite que moi, moi je me suis levé en lui disant « arrêtez votre cirque ». Il réalise alors que l'homme abat ses collègues froidement, systématiquement, sans un mot, jusqu'à ce qu'un instant de répit permette à un premier élu de réagir. Visiblement, il a eu un problème avec le chargeur, ou je sais pas, mais j'ai vu qu'il bricolait le revolver.
J'ai pris ma chaise et je lui ai envoyé la chaise au visage. Il a essayé d'éviter la chaise et moi j'ai plongé, j'ai pris le bras où était le revolver et on est tombé à terre. Après tant de sang, c'est sans émotion qu'ils apprendront le suicide de Richard Durn et le fait qu'il n'y aura pas de procès. On est dans un acte de démence, d'un bout à l'autre. Ni la presse, ni les psychiatres, et encore moins la justice ou un tribunal, ne permettent de comprendre ça. Ce qui est important, c'est bien se rendre compte que l'histoire se clôt sur elle-même. Et c'est aussi bien comme ça, en tout cas de mon point de vue. Les deux hommes ont pu sortir de l'hôpital aujourd'hui. Ils seront mardi aux côtés des familles et des habitants de Nanterre lors de la journée de recueillement. Le suicide de Richard Durn au centre d'une sérieuse polémique. Comment le tueur a-t-il réussi à se jeter par la fenêtre durant sa garde à vue? Une enquête, vous le savez, a été ouverte sur ces dysfonctionnements qui sont largement commentés par les citoyens et la classe politique. Pour l'instant silencieuse, la brigade criminelle de Paris a accepté de s'exprimer par la voix de l'un des siens. La CRIM avait choisi lors de cet interrogatoire un travail de mise en confiance. Voici ce que déclare ce soir à Audrey Goutard et Jean-Louis Bousser le capitaine Michel Villefort. Il ne s'exprime jamais, mais aujourd'hui, ce policier de la CRIM a accepté de se confier à nous. Pas pour parler du fond du dossier, mais pour dire d'abord aux victimes qu'il comprend leur désarroi. Lorsqu'on travaille à la brigade criminelle, c'est que quelque part on a l'amour de la vie. On comprend ce que ça peut être pour des proches que de perdre quelqu'un. Et nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce que je puis dire, très peinés. Toute la brigade criminelle est sous le choc. Ce policier n'entend rien justifier, juste tenter d'expliquer la complexité de sa mission. On peut prendre un luxe de précaution. Si quelqu'un a envie de se suicider, ça devient très difficile. Dans la mesure où on attend de la brigade criminelle un résultat, dans la mesure où des médecins ont estimé que nous pouvons entendre les personnes concernées dans nos locaux, c'est que la société attend de nous notre travail de qualité habituelle. Dès lors, nous prendrons des précautions et dans toutes les affaires où il y a un risque, des précautions, je suis catégorique, sont prises, bien entendu. Rien n'est pris à la légère. Le bureau où Richard Durn était interrogé était fermé à clé. 2 hommes au lieu d'un l'entouraient en permanence, mais le prévenu n'était pas menotté. Le but de la brigade criminelle, c'est d'établir un contact, un lien, un climat. Car si vous n'arrivez pas à établir ce contact, ce climat avec la personne, vous n'aurez pas d'explication, vous n'aurez pas d'aveu. Pour cet homme qui a recueilli les aveux de Guy Georges, la matière criminelle ne sera jamais une science exacte et les policiers ne seront jamais infaillibles. Nous touchons la vie, à la mort, à des tabous, la famille, que sais-je. Donc je considère que c'est un très beau service, mais je souligne quand même que c'est une activité éminemment humaine et donc avec tout ce que cela suppose. Nous sommes simplement des humains. Braquage en plein Paris cet après-midi. C'est un antiquaire qui a été victime de 2 malfaiteurs. L'un des 2 a réussi à prendre la fuite. Le point, Julie Benzoni, Guillaume Fautra. Le braquage a eu lieu en plein jour, à l'heure du déjeuner. L'antiquaire sort miraculeusement vivant de la fusillade. Les malfaiteurs ont ouvert le feu à l'intérieur du magasin, devant témoins. Ils n'avaient pas peur de tirer et de faire du mal à quelqu'un, ça c'est sûr. Ils n'ont pas hésité à le faire. Ils criaient quoi ? Tire-lui dessus, il l'a répété plein de fois et au bout d'un moment, comme son copain ne le faisait pas, lui il a pris le revolver, il a tiré à bout portant dans le visage de la personne. Affolés, les braqueurs prennent la fuite mais sont poursuivis par le propriétaire blessé et par les employés de la boulangerie voisine. On les a suivis et puis mais le problème c'est qu'il y avait une arme automatique, il y avait un pistolet et vous ne pouvez rien faire. Alors une nouvelle fusillade éclate en pleine rue. Les voleurs disparaissent mais laissent sur le trottoir une grande partie des bijoux volés et de nombreux indices, comme ces casques retrouvés dans la rue d'à côté. Un des malfaiteurs a été interpellé, l'autre a réussi à disparaître dans les galeries du métro. Quant au conducteur de bus à Marseille qui avait menti en racontant que des hommes avaient voulu le brûler vif, ce chauffeur a été jugé en comparution immédiate cet après-midi. La réquisition du parquet est une condamnation comportant une part de prison ferme. Pour l'exemple et pour la gravité des faits, le conducteur a expliqué avoir menti pour échapper au stress de son métier.
Venons-en au calendrier probable de la réouverture du tunnel du Mont Blanc. Une certitude, ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera accessible. En revanche, l'accès des autocars et des camions de moins de 19 tonnes se ferait dès le 15 avril. Quant aux gros poids lourds, ils pourraient l'utiliser à la fin du mois de juin, d'après le ministère des Transports. On attend maintenant la réponse du gouvernement italien. Dans la vallée de la Maurienne, la manifestation des élus et des habitants a bloqué l'autoroute A43 cet après-midi. Un mouvement de protestation qui exige la réouverture du tunnel aux poids lourds pour soulager le trafic. Charlotte Millet, Thierry Monnier. La Maurienne vivra! La Maurienne vivra! C'était une première pour ces maires d'une soixantaine de communes de Savoie. Parler d'une même voix pour défendre leur vallée, la Maurienne, prise d'assaut par les camions qui transitent par le tunnel du Fréjus. Depuis 3 ans, nous subissons un trafic de 7000 camions en jour. On ne pouvait pas faire autrement jusqu'à aujourd'hui puisque le tunnel du Mont Blanc était fermé. Mais c'est une contrainte très très forte pour nos populations et pour notre environnement. Et comme les conditions aujourd'hui sont remplies pour réutiliser le Mont Blanc, on ne peut pas attendre, on ne souhaite pas attendre. Alors, pour mieux se faire entendre, élus et simples citoyens ont fait taire les camions en prenant leur place sur l'autoroute le temps d'une séance publique. Ici, tout le monde demande la réouverture du tunnel du Mont Blanc aux poids lourds, prévu normalement le 25 mars dernier. On aimerait que chacun porte un petit peu sa croix et puis que chacun prenne un petit peu de part trafic. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour éviter qu'on ait du bruit, de la pollution. Ce qu'on aimerait bien, c'est que les 2 tunnels soient ouverts et puis que les routiers fassent leur choix, quoi. En attendant la mise en place du ferroutage, le ministre des Transports a annoncé une baisse du trafic de 35% dans la Maurienne, et ce grâce à la réouverture totale du tunnel du Mont Blanc prévue d'ici l'été. Mais les élus sont sceptiques, ce sera certainement après les élections. D'ici là, bien des camions seront passés sous les ponts. La campagne présidentielle avec à Toulon aujourd'hui et en meeting hier à Marseille, les propos très acérés de Jean-Pierre Chevènement qui d'une part dénonce les sornettes, je cite, de ses 2 principaux adversaires. Par ailleurs, le candidat du pôle républicain accuse directement le candidat président d'être responsable du déclin de l'armée. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Pour bien montrer qu'il garde le cap, le capitaine Chevènement tient la barre. La rade de Toulon ressemble un peu à son parcours dans la campagne, agité. Mais le candidat affiche une certaine sérénité. Et devant les bâtiments militaires, quelques souvenirs refont surface. Je me rappelle de revue navale où il y avait à la fois le Clémenceau et le Coq. Jean-Pierre Chevènement critique la réforme des armées de 1996 et il s'en prend à Jacques Chirac. Comment celui-ci peut-il oser prétendre que chef des armées, depuis 7 ans, il n'a pas été capable de maintenir les forces de défense à niveau? Hier soir, Jean-Pierre Chevènement a voulu faire taire les mauvais sondages, avec dans son panier du jour des propositions pour se démarquer, et notamment sur la délinquance des mineurs. Il faut peut-être aussi penser à responsabiliser les parents, y compris par une pénalisation financière des dommages causés par leur progéniture, à proportion de leurs revenus. Moi, je suis convaincu qu'une telle mesure aurait un effet dissuasif. Rarement, Nisa, la femme de Jean-Pierre Chevènement, monte à la tribune. Hier, le bouquet ressemblait à celui du vainqueur, mais la salle était à moitié vide. À Marseille, c'était un petit rassemblement sous un grand drapeau. Jacques Chirac, qui était à Saint-Quentin dans l'Aisne, accompagné lui aussi de son épouse Bernadette. C'est une première depuis le début de ses déplacements. La femme du président qui a exprimé clairement son intention de participer à la campagne à sa manière. Jacques Chirac qui a souligné la crise du système hospitalier actuel, considérant qu'il était urgent d'agir. Nous l'écoutons. Nous avons en France une structure hospitalière certainement exemplaire, remarquable. D'ailleurs, un système de santé parmi les meilleurs du monde. Mais il est aujourd'hui en crise et il est urgent et essentiel pour la sécurité des Français et pour ce que l'on doit à l'ensemble de cette profession qui représente 1 million de Français au service des autres. Il est urgent que l'on éteigne cette crise et que l'on retrouve une situation normale dans les services de santé français. Quant à Noël Mamère, qui est notre invité, que nous retrouvons en fin de journal, il faisait campagne dans la même région, près de Montpellier, que le candidat Jean Saint-Josse. Rien vraiment ne réunit les 2 hommes, même si Noël Mamère ne se déclare pas définitivement hostile à la chasse. Alban Mikosi, Abdel Zouyesh.
Hier soir à Montpellier, la réunion publique des Verts se déroulait bien tranquillement. Noël Mamère était à la tribune et tout à coup... Vous faites le complice du sadisme, de la torture montée en spectacle, c'est un véritable scandale. Un petit groupe de manifestants anti-corrida interrompt le candidat s'attirant une réponse assez musclée. Dans des villes dont ce n'est pas une tradition depuis des décennies et des décennies. Point final. Et arrêtez de me gonfler avec la corrida. Voilà Noël Mamère attaqué sur ses réelles convictions en matière d'écologie. Pourtant, quelques heures plus tôt, le député maire de Bègles s'était affiché dans une ferme du Haut-Pays. Ambiance confédération paysanne, qualité des produits, refus de l'agriculture industrielle. Avec à l'appui, une petite leçon de choses à des enfants. Il y a plein d'habitants sur cette planète, il y en a plusieurs milliards. Et que tous ont droit à pouvoir bénéficier des ressources et des fruits de cette planète. Noël Mamère n'est pas un professionnel de l'environnement, plutôt un humaniste, clairement de gauche. En tout cas, un vrai candidat à la présidentielle puisqu'il a reçu hier après-midi, très officiellement, sa 500e signature. Traditionnellement bien implantés en ville, les Verts veulent aussi battre la campagne dans les campagnes, sur le terrain d'un de leurs adversaires, Jean Saint-Josse, le candidat de chasse, pêche, nature et tradition qui rejette sévèrement le discours rural des écologistes. Ce sont des mots. Quand on est au gouvernement, on agit. Ils sont toujours au gouvernement. Qu'ont-ils fait? Rien. Ils ne vont pas faire demain ce qu'ils n'ont pas fait la veille. Ce sont des incapables. Deux conceptions de la ruralité s'affronteront donc, illustrées par cette image de Jean Saint-Josse ce soir aux arènes d'Arles pour la feria. Il se moque bien volontiers de ceux qui sont choqués par les corridas. Ce vendredi saint marque, comme chaque année, le départ du long week-end de Pâques. Une journée classée rouge en Ile-de-France avec une circulation dense au sortir de la capitale. Cette journée qui est également celle de la courtoisie au volant. Ce vendredi qui coïncide avec le début des congés scolaires pour la zone B, départ en vacances pour le Nord donc et le Pas-de-Calais, avec des renforcements des contrôles de sécurité, l'exemple près de Lille, où les policiers n'hésitent pas à se cacher dans des voitures banalisées. À Nemours, Dominique Mas. On va interpeller la Golf avec la passagère qui est au milieu des deux sièges. À bord de cette voiture, la passagère arrière n'a pas de ceinture de sécurité. 22 € d'amende. Vous descendez par le côté passager et vous me suivez à la voiture, s'il vous plaît? Les policiers le savent, dans ce secteur, un accident mortel par semaine. Et pourtant, les automobilistes ne sont pas toujours conscients du danger. Ne pas mettre ma ceinture, ça concerne que moi, c'est ma responsabilité. Je risque pas la vie des autres. À la rigueur, ça c'est mon problème. Il est 17 h, les premiers départs en week-end. Pour attraper les contrevenants, imparables, les policiers sont à bord d'une voiture banalisée. On a la chance de pouvoir travailler quasiment incognito et de prendre les contrevenants la main dans le sac, un peu comme des gamins qui sont pris chez le marchand à piquer des bonbons comme ça, un peu à la sauvette. Distance de sécurité, vitesse excessive, comme pour cette moto. En 5 minutes, plus de 10 infractions. Avec les présidentielles, les conducteurs espèrent une amnistie. De plus en plus, les gens se disent ça risque de passer, on dit bien ça risque. Et lorsqu'on nous pose la question, nous on continue de travailler comme si rien ne devait se passer, quoi. Alors, pendant tout le week-end, les contrôles vont se multiplier. Chaque année, plus de 8000 personnes meurent sur les routes. C'est à partir de dimanche prochain que la compagnie Air Libre inaugurera à bas prix des liaisons quotidiennes vers plusieurs villes de France. Une opération stratégique qui devrait permettre à la compagnie aérienne de ressortir la tête de l'eau. En même temps, une bonne nouvelle pour les passagers qui pourront désormais voler vers le sud de la France, notamment à prix réduit. Les réservations vont bon train. Vincent Fourcade, Jean-François Meunier. Dans cette agence de voyage, tout se passe au téléphone. Une cinquantaine d'opérateurs, plusieurs milliers d'appels par jour et une seule gamme de produits disponibles, ceux d'Air Libre. À l'autre bout de la ligne, des clients très intéressés par la nouvelle formule de la compagnie des vols Paris-Sud de la France à partir de 29 €. Des billets à petit prix, mais des places en nombre limité. Lundi dans la journée? Oui, je vérifie. Oui, même le matin, je n'en ai plus des billets à 29 €. Hein. 29 €, c'est un prix d'appel pour appâter et faire venir le client. Car en moyenne, sur une année, seul un billet sur 3 sera vendu à ce tarif, les deux autres n'excédant pas 150 €. Des prix proposés sans condition. Les consommateurs s'y retrouveront très rapidement et ils s'y retrouveront d'autant plus facilement que ces prix sont accessibles à tous. Pas besoin d'avoir moins de 25 ans, plus de 65, de voyager en couple, de passer la nuit du samedi au dimanche. Ces prix sont ouverts à tous.
Lourdes, Nice, Toulon, Marseille, Perpignan ou Toulouse, dès dimanche, ces 6 destinations seront donc à prix cassé. Mais pour se lancer dans la course au petit prix, Airlib, fusion d'AOM et d'Air Liberté, a dû faire des économies et rogner sur les services proposés. À bord, la restauration devient payante et vous ne trouverez plus rien à lire. Même stratégie pour la compagnie anglaise Buzz, qui elle s'attaque dimanche aux liaisons transversales entre 6 grandes villes françaises. L'arrivée de ces transporteurs à prix réduit ne pouvait laisser indifférent Air France qui, jeudi, devrait à son tour se lancer dans la bataille des petits prix. Et le syndicat des pilotes d'Airlib qui appelle dès le 1er avril à une grève à partir de midi et pour 24 heures, une partie de bras de fer que déplore le PDG d'Airlib qui menace de se retirer. Les chiffres du chômage avec une hausse de 0,2% en février. Le nombre de demandeurs d'emploi est de plus 5 400 personnes par rapport à janvier, portant donc au total le nombre des chômeurs à 2 214 400. Le week-end pascal avec 3 jours sans toubib, une opération décidée par 2 syndicats de médecins pour relancer la mobilisation. À Toulouse, Muriel Lassaga, Olivier Combe. Ce sont les derniers clients du docteur Combier. Pas de toubib, pas de garde pendant 3 jours. Michel a pris les devants. Elle vient consulter son médecin pour une sinusite aiguë. Si ça s'était produit ce week-end, vous alliez aux urgences? Ouais, direct. Obligé. Des maux de tête, des saignements de nez. Voilà 5 mois que ce généraliste fait la grève des gardes. Lui et ses confrères réclament toujours la même chose, 20 € pour une consultation et 30 pour une visite à domicile. Il y a quand même une augmentation du tarif, ça ne suffit pas? Cette augmentation du tarif ne correspondait pas du tout à la revendication. Cette augmentation, je vous rappelle, est de 90 centimes d'euros pour 4 ans. Alors pour l'instant, le docteur Combier continue d'appliquer le tarif en vigueur, 18,50 €. Chez certains de ses confrères, c'est le patient qui décide. Une pratique que la sécurité sociale juge illégale. Nos syndicats et la coordination nous disent que le DE est légal. Le DE? C'est-à-dire dépassement exceptionnel, soit parce qu'on veut un rendez-vous après 7 h le soir, soit parce qu'il y a une convenance personnelle. La CPAM de Haute-Garonne vient d'engager une procédure. Ce médecin risque dans le pire des cas le déconventionnement. Ce vendredi saint est celui des chemins de croix. À Paris, sur la butte Montmartre, le cardinal Lustiger, entouré de nombreux fidèles, a commémoré la passion et la mort du Christ. De nombreux autres chemins de croix se déroulent dans d'autres grandes villes de France. Monseigneur Lustiger qui affirmait ce matin que le pape n'est pas affecté par sa propre faiblesse. L'archevêque de Paris évoquait la santé extrêmement fragile du Saint-Père qui ne nuit pas à son sens des responsabilités. Reste cette question, comment le pape si fatigué pourra-t-il faire le chemin de croix? Ce matin, il a confessé les fidèles et ce soir, il devrait participer à la dernière station du chemin de croix. Isabelle Stess. C'est une volonté à toute épreuve qui pousse Jean-Paul II à se surpasser. En dépit de la douleur au genou, d'une fatigue chaque jour plus visible, le pape s'est enfermé dans un confessionnal de la basilique Saint-Pierre. Pendant plus d'1 heure, il a écouté. Le vendredi saint est le seul jour où Jean-Paul II confesse. Une dizaine de fidèles choisis au hasard dans une foule émue de voir ce vieux pape souffrant mais déterminé à accomplir sa mission. Des fidèles qui devront probablement s'habituer à voir le pape se déplacer en fauteuil roulant. Une perspective que le grand voyageur, l'ex-athlète Karol Wojtyła, rejetterait pour l'instant. Ce soir, alors que sera célébré le calvaire du Christ lors du traditionnel chemin de croix au Colisée, Jean-Paul II pourrait porter la croix à la dernière station. Dans leur prière, les fidèles ont exhorté Dieu d'accorder au pape santé et longue vie à la tête de l'Église. À Perpignan, la traditionnelle procession du vendredi saint rassemblait de nombreux fidèles tout au long du parcours qui traverse la ville. Véronique Gallione et Françoise Mazot. Quand il revêt son habit, le pénitent renonce à son identité. Pas d'orgueil, pas de fierté. Il rejoint le cortège des anonymes. Pour que, par signe d'humilité, on ne voit pas une parcelle de choses, on se met aussi d'égal. C'est-à-dire que ce jour-là, on est tous les pénitents pareils, les uns comme les autres. Bon, allez, les devants. Où vous voulez que j'aille? Je vends derrière ou je vais?
Lorsque chacun a trouvé sa place, la procession commence. Un long défilé de mysteri, représentation du Christ ou de la Vierge venue de tout le département. À l'origine, au XVe siècle, la confrérie du sang conduisait un autre voyage. Sur Perpignan, c'était les condamnés qui étaient menés au gibet, n'est-ce pas, et à qui on devait le respect jusqu'au moment de leur exécution. Aujourd'hui, symboliquement, c'est le Christ que les pénitents accompagnent jusqu'à la mort. La confrérie du sang partage la douleur des condamnés. Elle veille sur la tradition catalane dans le respect de la foi. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une église parallèle. Nous sommes en église dans le rite catholique avec notre évêque. Chaque année, la procession de la Sanque emplit de ferveur Perpignan-la-Catalane. Mais pour les pénitents de la confrérie, la solidarité se vit aussi dans leur vie de tous les jours, auprès de malades ou de prisonniers. En Gironde, même si la situation est sous contrôle, les pompiers sont intervenus toute la journée. Depuis jeudi, ce sont quelques 800 hectares qui ont brûlé. La piste criminelle est privilégiée pour l'instant. Éric Perrin, Philippe Gimaille. Et voilà l'ensemble des pins que la tempête nous avait laissés. Et l'ensemble des arbres, jusqu'au dernier, a brûlé. C'était la parcelle épargnée par la tempête de 1999. La commune d'Ain-Vincent avait alors perdu 400 de ses 600 hectares de forêt domaniale. Ces grands pins devaient être coupés en juin prochain pour être vendus. Les derniers espoirs de rentrée financière sont partis en fumée. Bon, ça va achever beaucoup de monde, quoi. Il y a un sentiment d'écœurement, peut-être de colère, de déception. Bon, tout ça mêlé, quoi. Tu peux reculer, ça reprend sur le côté. Toute la journée encore, plus de 500 pompiers ont lutté contre d'innombrables reprises de feu. Les Canadaires ont multiplié les largages. Le ciel, souvent le dernier espoir. Quand au sol, les arbres tombés lors de la tempête empêchent toute progression. Vous voyez bien qu'on ne peut pas pénétrer dans des zones comme ça, c'est très difficile. Et le feu, il évolue très vite dedans. Et bon, nous, on est embêtés pour pouvoir y s'en approcher, c'est sûr. On n'est toujours pas sorti des conséquences de la tempête. Toujours pas, il y en a pour des mois encore. Simultanément, la gendarmerie mène l'enquête judiciaire, recherche de témoignages et fait dissuasif aussi. Car ici, personne ne doute du caractère criminel de ces incendies. La personne qui fait ça aujourd'hui a vraiment une connaissance particulière de la forêt, de son système de pistes, puisqu'il emprunte toutes les pistes qui sont praticables, et il met le feu à des endroits stratégiques où il sait que le feu va se développer. En 24 heures, près de 1000 hectares de forêt ont brûlé. La situation est ce soir sous contrôle, mais d'importants moyens restent sur place. Le monde du cinéma est en deuil. L'un de ses plus célèbres réalisateurs est mort à l'âge de 95 ans. Billy Wilder avait signé plusieurs grands films mythiques, comme Certains l'aiment chaud, Sunset Boulevard ou encore 7 ans de réflexion. Marie Joshua. Oh, vous ne sentez pas le courant d'air du métro? Il était le souffle de génie de la comédie américaine. À la fois caustique et tendre, Billy Wilder consacra sa vie à explorer l'American Way of Life, passant Hollywood au crible de son humour noir et signant les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. En l'an 2000, Bill Clinton lui avait personnellement rendu hommage. Si vous n'avez jamais ri à un film de Billy Wilder, c'est que vous n'avez jamais ri de votre vie. Mr. Billy Wilder. Il était né Samuel Wilder, un 22 juin 1906, à Żuka, en Pologne. Mais sa mère l'avait surnommé Billy parce qu'elle était fan de Buffalo Bill. Il fut d'abord journaliste à Berlin, danseur mondain parce qu'il fallait bien vivre, puis scénariste pour une vingtaine de films. Quand Hitler prend le pouvoir, il a 26 ans, il est juif. Il part pour Paris, où il réalise son premier film, Mauvaise Graine, avec Daniel Darieux. Puis il s'installe à Hollywood, où il cultive une renommée de cinéaste noir. Quand je suis très heureux, je fais des tragédies. Quand je suis très déprimé, je fais des comédies. 26 films inoubliables, comme Sunset Boulevard, son chef-d'œuvre, avec Gloria Swanson et William Holden, où il dénonce le machiavélisme du système hollywoodien. 7 ans de réflexion, où il offre des scènes d'anthologie à Marilyn Monroe. La garçonnière, Irma la Douce avec Shirley MacLaine, et puis Certains l'aiment chaud, qui marque le début d'une longue collaboration avec Jack Lemmon, son héros de prédilection. C'est avec lui qu'il tournera son dernier film, Buddy Buddy, en 1981. Une pléiade de récompenses et 6 Oscars pour toutes ces années de réflexion sur un univers impitoyable. Billy Wilder résumait sa philosophie de cinéaste par ses 10 commandements. Les 9 premiers, tu ne t'ennuieras jamais. Le 10e, tu auras droit au montage final de tes films. Prenez pas à scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Retour à la politique avec, comme chaque soir, ces carnets de campagne qui se proposent de donner la parole aux citoyens. À Grenoble, dans cette ville, la tradition libérale, Daniel Wolfrom et Emmanuel Beck se sont rendus sur le campus de l'université, propos de 5 étudiants. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale actuelle ? C'est des débats en dessous de la ceinture, j'aime beaucoup l'expression, mais... C'est même pas des débats, c'est des petits mots en fait qui sont lancés, il n'y a aucun débat d'opinion, il n'y a aucun débat citoyen, comme on pourrait dire, qui est lancé. C'est des petits mots et c'est pas sur ça qu'on va fonder un projet pour la société à venir, à mon avis. Le campus universitaire de Grenoble, le rêve des années 60, celui d'une société tolérante. 2 générations ont passé, le même esprit demeure. Vous voudriez entendre quoi exactement de cette campagne? Précisément, quel dossier vous voudriez voir? Il y a un thème que j'aimerais bien entendre abordé plus souvent par les politiciens, c'est celui de la dépénalisation du cannabis. Parce que c'est un débat qui est à peine effleuré. C'est un fait de société qui devient omniprésent en France, et pareil, ça, on n'en reparle que pendant la campagne, alors que le reste du temps... Et je suis pas sûre qu'après les élections, ça change quelque chose, on en reparle ou on essaie de faire changer les choses. À part la dépénalisation du cannabis, le fait qu'on ne parle pas, par exemple, d'Europe, c'est vrai que Chevènement est un peu le seul à en parler vraiment, mais c'est vrai que le niveau européen, c'est demain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dans 10 ans qu'on va mettre en place. On pourrait même dire que l'Europe, c'était même hier, je veux dire. C'est quand même un long processus, et que si effectivement, actuellement, on ne fait rien, on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. rituel de la vie étudiante, la distribution de tracts. Ici, le syndicat UNEF dénonce une fois de plus la galère des 700 000 étudiants obligés de financer leurs études avec des petits boulots. Non, mais je pense que tant que de toute façon ils n'ont pas lâché le morceau et qu'ils n'ont pas vraiment dit de quoi était fait leur programme, pour l'instant on n'en parle pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'idées vraiment qui sont sorties de leur chapeau. Si, il y en a des idées, mais justement les médias ne mettent pas l'accent sur ces débats-là. Disons qu'on n'y a pas accès facilement. C'est vrai qu'heureusement il y a Internet et on peut avoir accès au programme, mais sinon à part ça... Noël Mamère, bonsoir. Avant d'en venir à la politique française et à la campagne, d'abord un mot de réaction à la situation extrêmement préoccupante au Proche-Orient. Oui, j'ai été très choqué par les images que j'ai vues au début de votre journal. Je pense qu'on est entré dans une logique de guerre dans laquelle le général Sharon porte la principale responsabilité. Voilà un homme qui avait prétendu apporter la sécurité à son peuple. Il est en train de pratiquer une politique réellement suicidaire qui pourra répondre à l'idée de non-assistance à peuples en danger, à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens. Je pense qu'il est urgent que l'Europe, dont parlaient ces étudiants il y a un instant, se saisissent de cette question et interviennent. Il faut réaffirme la légitimité de Yasser Arafat ce soir. Oui, il faut absolument... Est-ce que c'est suffisant, une déclaration d'intention? Non, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui Yasser Arafat est menacé. On a le sentiment que la politique de M. Sharon consiste tout simplement à liquider tous les interlocuteurs politiques palestiniens pour n'avoir à dialoguer, sous la forme de la violence que l'on connaît, avec les terroristes. C'est la raison pour laquelle il nous faut appeler, que ce soit l'Europe ou les Nations Unies, qui ont un rôle à jouer dans cette affaire, évidemment, à une force internationale de protection de la Palestine, qui est aujourd'hui menacée. Qui affirme ce soir que la vie de Yasser Arafat ne serait pas menacée. Oui, c'est ce qu'ils disent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a danger et cette situation ne peut pas continuer. Les humiliations ne font naître que la terreur. Alors je voudrais maintenant en venir à la politique française. On a l'impression évidemment que c'est le petit bout de la lorgnette quand on sort d'un sujet aussi grave. Petit bout de la lorgnette parce que depuis hier, j'imagine que votre nuit a été plus calme. Ça y est, vous avez vos signatures, les 500. Mes nuits sont toujours calmes, mais celles-ci n'ont pas été ponctuées de quelques petits cauchemars sur les signatures puisque j'en ai ce soir 504. Est-ce que ça vous donne ou ça vous redonne une nouvelle liberté pour entrer vraiment dans la campagne? Ça protège, mais ça maintient la liberté dont j'ai fait preuve depuis le début de la campagne, puisque je m'étais fixé comme pari avec Jean-Luc Benamias, le directeur de campagne, et l'ensemble des Verts, de ne demander l'aumône à personne. Donc pas au Parti Socialiste, principalement au Parti Socialiste. Ça vous donne une forme de liberté, mais oui, on a parfois... ça me permet une liberté de parole. On a parfois un peu difficulté à comprendre... Et de marquer surtout l'autonomie des Verts pour renforcer leur poids dans la société. On n'a pas toujours de facilité à comprendre votre posture, parce que d'un côté, vous revendiquez, réclamez, faites jouer vos différences, et puis en même temps, Daniel Cohn-Bendit, ces derniers jours, dit on fera tout pour aider le président Jospin, parce que ce sera lui le président. Il n'y a pas réellement de différence entre ce que dit Daniel Cohn-Bendit et ce que je dis. Moi, je suis un candidat dans la gauche. Je suis un candidat pour renforcer... De coalition, forcément. Oui, nous sommes dans une coalition depuis 1997. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette coalition s'inscrive dans une politique durable. Et pour qu'il y ait coalition,
elle ne peut se faire qu'au prix de compromis, et certainement pas au prix du renoncement à nos valeurs. Des compromis, mais peut-être pas toujours du même côté. Alors prenons l'exemple du tunnel du Mont-Blanc, parce qu'il est dans l'actualité. Vous avez entendu que vraisemblablement, la réouverture du tunnel aux poids lourds, aux gros poids lourds, se fera de toute façon avant fin juin. Ça, c'est ce qu'a annoncé Vous avez dit que c'était un casus belli, est-ce que ça l'est toujours? Oui, ça reste un casus belli, et pour nous, il n'est pas question que le tunnel du Mont-Blanc rouvre aux camions de plus de 19 tonnes. Une enquête qui est menée depuis 2 ans par une association qui s'appelle du contrôle de la qualité de l'air, qui s'appelle l'Air des Deux Savoies, c'est son nom, qui a travaillé avec les Italiens et les Suisses, prouve que depuis 2000, date de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, les oxydes d'azote qui sont lâchés dans la vallée de Chamonix ont baissé des 2/3. Il faut savoir que la vallée de Chamonix, contrairement à ce qu'on croit, avec les inversions thermiques, elle garde les oxydes d'azote et donc il y a une très forte pollution. Tout ça pour dire que nous n'accepterons pas que le tunnel du Mont-Blanc rouvre aux camions de plus de 19 tonnes qui sont la cause à la fois de... Qu'est-ce que peut dire nous n'accepterons pas quand le gouvernement français et italien pourra en décider autrement? C'est Guesso et Berlusconi, c'est pas l'ensemble de l'Europe, c'est pas l'ensemble du gouvernement, c'est un gouvernement qui est sur la fin de son parcours et nous ne savons pas quel sera le prochain gouvernement. Vous demandez au candidat Jospin un engagement? Oui, bien sûr. Nous faisons du tunnel du Mont-Blanc un symbole, comme nous faisons de la sortie progressive du nucléaire un symbole. Pas un symbole révocable. Non, mais vous savez, je veux bien que vous vous amusiez avec ce mot révocable. Quand j'étais journaliste, j'avais un métier. Là, je suis dans une fonction qui est effectivement révocable. C'est aux électeurs d'en décider. Mais quand je dis que le tunnel du Mont-Blanc est un symbole pour nous, comme la sortie progressive du nucléaire, c'est pas une coquetterie d'écologie. Ça veut dire que c'est pour protéger les populations, à la fois du Mont-Blanc d'ailleurs et de la vallée de la Maurienne, pour leur dire qu'ont fait les gouvernements et qu'a fait l'Europe, c'est la droite et la gauche, et qu'a fait l'Europe depuis que le tunnel du Mont-Blanc a été ouvert en 1965 pour mettre les camions sur des trains, comme le font les Suisses par exemple. Est-ce qu'on va durer? Regardez ça, c'est un titre de Libération de mardi. Ça, c'est une usine d'incinération qui se trouve à Albertville, qui a empoisonné les habitants pendant des années sans qu'on leur dise la vérité. On est obligé... Non, mais attendez. Pourquoi vos arguments ne font pas mouche? Écoutez, j'espère qu'en vous montrant ça, ça va faire mouche. Ça veut dire que les habitants des Alpes, ils ont le choix entre empoisonnés par les camions ou empoisonnés par des usines d'incinération. Est-ce que c'est ça la logique? Alors, si vous voulez bien, on va essayer de balayer le reste de l'actualité. Ce soir, la Cour d'appel de Rennes reconnaît la faute inexcusable d'EDF quant au sort de plusieurs salariés victimes de l'amiante. C'est une première, ça va forcément pour vous dans le bon sens. C'est une deuxième parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation. Ça va dans le sens de l'arrêt de la Cour de cassation qui a fixé la jurisprudence. Voilà une victoire des associations et des écologistes qui depuis très longtemps disent que l'amiante est dangereuse et qu'elle a provoqué des cancers qui s'appellent le mésothélium chez de nombreux ouvriers. Pendant très longtemps, des scientifiques, des industriels et même des politiques nous ont dit mais rassurez-vous, l'amiante c'est pas dangereux, ça fait même du bien à la santé. Bien voilà la preuve que nous ne sommes pas simplement des Cassandres, mais que nous pouvons dire des choses justes qui se révèlent justes avec le temps, comme quand la CRIRAD en 1986 nous dit la catastrophe de Tchernobyl, les nuages de Tchernobyl ont franchi les frontières de la France alors que les nucléocrates nous disaient le contraire. Il a fallu 16 ans pour démonter ce mensonge d'État. Alors un mot peut-être sur la philosophie et le sentiment qu'apporte cette campagne électorale aux citoyens. Pour la plupart, ils disent ou s'y désintéresser, ne pas trouver le débat qu'ils y attendent. Alors sans faire d'autoflagellation, quels reproches pourriez-vous vous faire, Noël Mamère, à cette campagne? Est-ce que vous avez fait des faux pas? Est-ce que vous n'avez pas été pour l'instant assez convaincant? Est-ce qu'il y a eu des coups de sang que vous n'auriez pas dû avoir? Je suis comme je suis, il faut que les Français me prennent comme je suis, je les prends comme ils sont. Et moi je ne suis pas dans la repentance, je pense que depuis le 17 janvier, date du début de notre campagne, à Toulouse, et je vous donne le pari ici ce soir que le pôle chimique de Toulouse ne rouvrira pas, notamment grâce à notre action et à celle des associations. Prenons date. Moi, depuis le 17 janvier, je fais campagne sur mes thèmes, sur les thèmes des écologistes, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'alimentation, sur la qualité de la démocratie. Non, écoutez, les sondages d'opinion prouvent que chaque jour qui passe voit plus de Français convaincus par les thèses que nous défendons. Est-ce que le fait d'être peut-être le seul candidat vert dans cette course à la présidentielle, c'est une bonne chose?
C'est pas plus mal. Aujourd'hui, les Verts sont la formation politique dans laquelle se reconnaissent une très grande majorité des écologistes français, mais je ne fais pas d'ostracisme. Je suis pour la diversité des espèces comme pour la diversité des politiques. Merci Noël Mamère d'avoir répondu à nos questions. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, soirée polar avec PJ et avocat et associé. Le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Philippe Clay. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.